La Crimée est désormais devenue un piège mortel pour la Russie. Cette péninsule, que Vladimir Poutine a annexée il y a 10 ans au milieu de cris de victoire, était présentée comme le temple sacré du monde russe, un porte-avions insubmersible. Mais aujourd'hui, cette forteresse stratégique tant vantée étouffe silencieusement et douloureusement de l'intérieur. Le 17 octobre 2025 s'est gravé dans l'histoire comme le point tournant de cet effondrement. Cette nuit-là, des véhicules aériens sans pilote à longue portée ukrainiens ont une fois de plus percé le réseau de défense aérienne russe déjà criblé de trous. 2 grands dépôts de pétrole situés dans les villages de Avadi et Karion ont été touchés par des frappes de précision. Les explosions qui ont illuminé le ciel nocturne ont vaporisé non seulement des tonnes de carburant, mais aussi la dernière mobilité restante de l'armée russe. Cependant, cette attaque n'était pas le début, mais l'acte final. Cette opération était la continuation du coup catastrophique porté au terminal géant de carburant à Féodosia, entre le 6 et le 13 octobre. Des images satellites et des cartes thermiques de la FIRMS de la NASA ont confirmé que au moins 11 réservoirs massifs de carburant avaient été transformés en torches brûlantes pendant des heures, rendant l'installation complètement inopérante. La fumée noire s'élevant de Féodosia signalait en réalité l'achèvement de la première phase d'un piège stratégique majeur. La deuxième vague du 17 octobre était une opération chirurgicale qui a sectionné les dernières lignes de vie logistiques de l'armée russe en Crimée. Après ces attaques, les chars ne pouvaient plus se déplacer, les camions ne pouvaient plus fonctionner et les navires de guerre ne pouvaient plus quitter le port. Le plan d'étranglement de l'Ukraine, méticuleusement tissé sur des mois, se déroulait sans accroc. Le plan n'était pas d'envoyer un seul soldat en Crimée, mais de rendre la Crimée logistiquement inviable pour la garnison russe à l'intérieur. Ils y sont parvenus en éliminant systématiquement les 3 éléments fondamentaux dont une armée a besoin pour survivre. Le premier de ces éléments était le carburant. Le dépôt de pétrole à Féodosia n'était pas une cible symbolique, c'était le centre logistique pour toute la péninsule. Le diesel et l'essence pompés de cette installation propulsaient les chenils des chars russes sur le front sud, faisaient rouler les convois de camions de ravitaillement et maintenaient en marche les moteurs des misérables vestiges de la flotte de la mer Noire qui n'avaient pas pu s'échapper vers Novorossiysk. Cependant, les attaques ukrainiennes entre le 6 et le 13 octobre ont instantanément paralysé cette infrastructure massive. Les signatures thermiques du système satellitaire FIRMS de la NASA ont montré que l'incendie ne s'était pas limité à un seul point, mais s'était propagé aux réservoirs adjacents, déclenchant une réaction en chaîne. Ce n'était pas seulement la perte d'un dépôt de pétrole, mais la paralysie complète des capacités opérationnelles de toute la péninsule. La deuxième partie du plan, peut-être la moins remarquée mais la plus critique, était de couper les approvisionnements en munitions. L'une des routes d'approvisionnement terrestre les plus critiques vers la Crimée, le corridor ferroviaire passant par Zaporijjia, est complètement hors service depuis près de 2 mois. Cependant, cette perturbation n'est pas seulement un dysfonctionnement ferroviaire de routine. Le 12 août 2025, une frappe de précision sur cette ligne a touché un train russe massif chargé de munitions. Après l'explosion, un cimetière de wagons renversés, de munitions détonnées et d'acier tordu s'est formé directement sur les voies. Et l'aspect le plus frappant est celui-ci. Malgré les 2 mois écoulés, la Russie n'a pas été en mesure de dégager ces décombres. Il n'y a ni grue suffisante, ni équipe technique, ni réflexe organisationnel. L'effondrement de la capacité technologique et d'ingénierie du Kremlin est si profond qu'il ne peut même pas répondre à cette simple opération de nettoyage. Ce que nous voyons ici n'est pas seulement une catastrophe ferroviaire, mais l'échec de l'appareil d'État. Cette image révèle de manière flagrante à quel point le système militaire russe est fragile, et comment, une fois endommagé, il manque de la puissance pour se rétablir. La ligne en question était la seule artère transportant non seulement des munitions d'artillerie de 152 mm et des roquettes Grad, mais aussi de nouveaux chars, des véhicules blindés et des convois de ravitaillement vers le front. Il n'y avait pas d'alternative. L'autre route offrant un accès terrestre à la Crimée était le pont sur l'Army. Cependant, cette structure avait également été touchée par des munitions de haute précision tirées par l'Ukraine et rendues inutilisables. Ce pont en particulier permettait aux troupes russes et aux convois de ravitaillement se retirant du front de Kherson de refluer vers la Crimée. Maintenant, cette porte a été scellée. L'armée russe en Crimée a presque complètement perdu sa connexion terrestre avec le monde extérieur. Les dépôts de munitions sont limités. Les camions-citernes ont été touchés et les expéditions de munitions ont été arrêtées. La seule connexion terrestre restante était le pont de Kertch, construit par Poutine au coût de milliards de dollars et présenté comme le projet du siècle. Cependant, l'Ukraine a patiemment travaillé à transformer ce monument de fierté en la plus grande humiliation de la Russie.
Le premier ciblage du pont par des drones maritimes en juillet 2023 n'était pas seulement un affaiblissement structurel, mais aussi un seuil psychologique franchi. Les explosions ont causé des dommages majeurs aux poutres de soutien du pont, coupant la circulation pendant des semaines. Pour la première fois, le peuple russe a regardé sur ses écrans une structure qu'il croyait intouchable s'enflammer. Cette attaque était la première fissure dans l'absolutisme que Moscou avait construit autour de ses symboles. L'Ukraine n'a pas précipité la destruction du pont. Au contraire, elle a progressivement miné l'intégrité fondamentale de la structure avec des attaques successives ciblant différents piliers de soutien, points de connexion et poutres en béton armé. Après chaque attaque, la Russie a rapidement envoyé des équipes de réparation, renforcé la structure avec de l'acier et travaillé jour et nuit avec des machines à souder. Mais chaque soudure était en réalité un signal de panique, montrant à quel point la structure était proche de l'effondrement. L'objectif de l'Ukraine était clair, rendre le pont de Kerch inutilisable, non seulement physiquement, mais aussi logistiquement et stratégiquement. Et à la fin, même le Kremlin ne pouvait nier la vérité. À l'été 2025, l'administration d'occupation a officiellement annoncé que le pont ne pouvait plus transporter de véhicules pesant plus de 5 tonnes. Le nom technique de cette décision était une restriction temporaire, mais le vrai nom sur le terrain était l'échec du pont. Cependant, l'Ukraine a continué ses plans pour le pont sans relâche. Les drones navals Mura V5 de l'Ukraine, équipés d'intelligence artificielle, de longue portée et d'explosifs thermobariques de plus en plus puissants, ont ciblé ce pont comme leur objectif ultime. Ces drones sont une menace à faible coût et à fort impact à laquelle la doctrine russe ne peut répondre. La défense aérienne du pont est affaiblie car les navires de la flotte qui les fournissaient ont soit coulé, soit fui. Le détroit de Kerch est désormais le terrain de chasse des essaims de Murat. Une attaque coordonnée sur le pont verrouillera la porte du piège et transformera officiellement la Crimée en une prison insulaire. Pas de carburant, pas de munitions et très bientôt, pas d'échappatoire. C'est le moment où le génie militaire de l'Ukraine rencontre la misère logistique de la Russie. Le siège est complet. De plus, ce siège n'est pas survenu du jour au lendemain. C'est le résultat inévitable de mois d'opérations méticuleuses et méthodiques qui ont brisé l'une des doctrines militaires les plus fondamentales du Kremlin. Depuis l'invasion de 2014, Vladimir Poutine a commercialisé la Crimée non seulement comme un morceau de territoire conquis, mais comme un porte-avions insubmersible au milieu de la mer Noire. Elle devait être le poignard d'acier de la puissance russe s'étendant vers la Méditerranée et le Moyen-Orient. Cette péninsule remplie de batteries S-400, de systèmes radars avancés, de frégates chargées de missiles calibre et de dizaines de milliers de soldats était une forteresse imprenable. Cette doctrine a été réduite en cendres face à la stratégie asymétrique, patiente et technologiquement supérieure de l'Ukraine. La doctrine a été minée dès le premier jour. Le premier acte de l'effondrement de la doctrine a été la chasse systématique à la flotte russe de la mer Noire. L'Ukraine, un pays sans marine moderne, a ciblé la flotte russe qui paraissait massive sur le papier. D'abord, le navire amiral Moskva a été coulé dans les eaux sombres de la mer Noire par 2 missiles Neptune. Cela signifiait l'effondrement du parapluie de défense aérienne de la flotte. Ensuite, les services de renseignement et les forces spéciales ukrainiennes ont chassé les grands navires de débarquement russes un par un. Le Saratov touchait alors qu'il était ancré au port. Le Minsk brisé au-delà de toute réparation dans une cale sèche à Sébastopol. Et enfin, le Novotcherkassk, qui sur les images satellites apparaissait comme une boule de feu massive dans le port de Féodossia. Ces 3 navires massifs ne transportaient pas seulement des milliers de soldats. Ils étaient la clé de l'approvisionnement maritime de la Crimée et de la menace amphibie de la Russie. Leur destruction a effacé la capacité de la Russie à approvisionner la Crimée par mer. Chaque frappe était un clou enfoncé dans le pont du mythe du porte-avions insubmersible. Le deuxième et plus humiliant cas d'effondrement doctrinal a été la retraite paniquée de la forteresse. La flotte russe n'était plus en sécurité dans sa base principale à Sébastopol, connue comme la forteresse imprenable. Les drones navaux furtifs de l'Ukraine et les missiles Storm Shadow Scalp britanniques et français avaient transformé le port de Sébastopol en un véritable enfer. Le centre de commandement de la flotte a été touché. Même les sous-marins étaient chassés dans le port. Et enfin, l'inévitable s'est produit. Ce qui restait de la flotte de la mer Noire a été forcé de fuir en panique de sa principale forteresse, Sébastopol. Ces navires ont trouvé refuge à des centaines de kilomètres à l'est, dans le port continental russe de Novorossiysk.
C'est une admission implicite par le Kremlin que la Russie a abandonné sa projection de puissance dans l'ouest de la mer Noire et que la doctrine de la forteresse Crimée est effectivement terminée. Si une forteresse ne peut pas protéger sa propre marine, ce n'est plus une forteresse, mais une cible. La Russie a perdu sa capacité à défendre la Crimée et a même été forcée d'évacuer sa propre flotte. Cette fuite explique également pourquoi le pont de Kertch était si sans défense. La flotte, qui était censée protéger le pont par les airs et par la mer, n'est plus là. Et ces deux cas nous mènent à un point de non-retour. Le piège est maintenant parfaitement posé. Comme le général Yagoun l'a également souligné, l'équation est désormais mortellement simple. Lorsque le pont de Kertch sera finalement touché et détruit, la Russie n'aura plus d'alternative pour approvisionner la Crimée. Pourquoi ? Parce que les navires de débarquement qui fourniraient cette alternative sont maintenant au fond de la mer Noire. La Russie a complètement perdu sa capacité à réapprovisionner la Crimée par mer en raison de sa propre incompétence et de la planification ingénieuse de l'Ukraine. Lorsque le pont sera parti, le réapprovisionnement sera complètement réduit à zéro. Alors, quelle est la signification stratégique de ce plan d'étranglement en 3 étapes aujourd'hui ? La réponse à cette question pourrait être fournie par le lieutenant-général américain à la retraite Ben Hodges, qui a défendu cette stratégie dès le départ. Hodges a répété à plusieurs reprises que la façon de reprendre la Crimée n'est pas par un assaut terrestre sanglant qui entraînerait des dizaines de milliers de victimes, mais en rendant la péninsule intenable pour les forces russes. Aujourd'hui, nous voyons que la prévision stratégique de Hodges s'est réalisée mot pour mot. Le terme « intenable » dans le jargon militaire décrit une situation où le coût de défendre un lieu, d'y être présent, dépasse de loin les avantages à en tirer, ce qui signifie qu'une présence militaire n'a plus de sens. La Crimée a franchi ce seuil. Le résultat stratégique est celui-ci. La péninsule a cessé d'être la magnifique forteresse décrite sur les affiches de propagande. Elle est devenue un piège mortel géant sans carburant, sans munitions et avec sa seule voie d'échappatoire sur le point d'être coupée à tout moment. Les dizaines de milliers de soldats russes piégés à l'intérieur ne sont plus une armée, mais un groupe d'otages. Leur capacité à combattre s'est évaporée avec l'incendie à Féodosia, et leurs obus d'artillerie gisent enterrés sous les décombres à Zaporijia. C'est la plus grande catastrophe qui puisse arriver à une armée. Perdre non pas parce qu'elle avait le pouvoir de combattre, mais parce qu'elle a complètement perdu sa capacité à combattre. Ce n'est pas une défaite militaire, mais une annihilation logistique. Pour comprendre à quel point cette opération d'étranglement était profonde et multicouche, il faut regarder non seulement les artères principales, mais aussi les derniers sursauts des Russes, ces capillaires. Lorsque le commandement russe a réalisé que la ligne ferroviaire principale avait été coupée, ils ont désespérément commencé à chercher des alternatives. Cependant, l'Ukraine était toujours 2 pas devant son ennemi. Selon des rapports confirmés des lignes de front, même les trains de carburant que les Russes poussent sur des lignes secondaires, en particulier les petites lignes de secours entre Evpatoria et Tokmak, sont systématiquement chassés. Les chasseurs ne sont pas des missiles d'attaque coûteux, ce sont des drones FPV à vision thermique, symbole de l'asymétrie technologique de l'Ukraine, qui chassent la nuit. Le reflet de cette situation sur le terrain est ce que les analystes militaires appellent un arrêt opérationnel. Mais ce n'est pas une pause temporaire, c'est une paralysie permanente. Les commandants russes en Crimée ne planifient plus la prochaine attaque ou défense. Ils font le calcul sanglant de quel véhicule de commandement allouer leur dernière goutte de carburant. À quelle position envoyer leur dernière balle. Ce n'est pas gérer une armée, c'est gérer un naufrage. Cette suffocation logistique totale ne s'arrête pas seulement aux chars et aux navires. C'est le coup final porté directement à l'esprit et à la volonté de chaque soldat russe piégé en Crimée. C'est la réalité brutale au front. Un char T-72 sans carburant n'est rien de plus qu'un cercueil métallique coûteux. Une batterie d'artillerie sans munitions est un monument silencieux. Et le plus important, une armée qui sait qu'il n'y a pas de voie d'échappatoire, qu'elle a été abandonnée par la structure de commandement, qu'elle est piégée dans un piège, ne combat pas. Elle se disperse dans la panique. L'explosion à Féodosia n'a pas seulement détruit un dépôt, mais le dernier espoir de dizaines de milliers de soldats. C'est l'anatomie d'un effondrement militaire. Creusons plus profond. Quel message envoie le fait que les décombres sur la ligne ferroviaire de Zaporijia n'ont pas été dégagés depuis 2 mois aux soldats sur le terrain ? Cela leur dit, votre commandement ne se soucie pas de vous, votre commandement est incompétent, votre commandement n'a même pas la capacité d'ingénierie pour dégager des décombres. C'est la manifestation la plus concrète, la plus rouillée de la faillite de l'État. Ces décombres se dressent là comme un monument pourrissant à l'armée russe. Le soldat sur le terrain n'écoute plus les ordres de Moscou, mais le bourdonnement des drones FPV ukrainiens. Le moral est tombé en dessous de zéro.
Le moral de la garnison militaire en Crimée s'est effondré plus vite que ses lignes d'approvisionnement. En regardant le tableau d'ensemble, ce que nous assistons est la victoire d'une grande stratégie bien au-delà d'une série de succès tactiques. Il y a des années, lorsque des stratèges comme Ben Hodges disaient à l'Occident que la Crimée était la clé de la guerre, beaucoup étaient sceptiques. À l'époque, l'objectif de Hodges était simple: isoler la Crimée et laisser la flotte russe de la mer Noire sans défense sur la péninsule. C'était la seule façon de briser le flanc sud de la puissance russe et de faire taire la machine de chantage de Poutine. Aujourd'hui, avec la frappe sur Féodosia, cette stratégie a été officiellement achevée. Des années d'opérations patientes ont atteint leur but. L'Ukraine a d'abord détruit les défenses aériennes et les radars de la Crimée. Ensuite, en chassant sa marine, elle a laissé la forteresse sans défense. Et maintenant, avec les 3 derniers mouvements, elle a réalisé un échec et mat logistique. Alors, qu'en pensez-vous? Combien de temps les forces russes en Crimée peuvent-elles encore tenir? Et cet effondrement logistique accélérera-t-il la fin du régime de Poutine? Partagez vos opinions et analyses précieuses avec nous dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à